commence pas. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Chassaigne, président du groupe Gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée. On vous connaît bien évidemment, même si vous nous dites que vous n'êtes jamais venu à l'Association des journalistes parlementaires, donc bienvenue, et puis vous reviendrez, je n'en doute pas. Quelques mots pour vous rappeler que notre rencontre est diffusée en direct sur le portail internet de l'Assemblée, portail vidéo internet de l'Assemblée nationale, et qu'un live tweet est assuré par notre ami Stanislas Noyer. Et pour commencer, je laisse la parole à Chantal Didier pour une première question à propos des missiles qui ont provoqué deux morts en Pologne hier soir. Oui, bonjour Monsieur le Président. Nous avons tous eu peur hier, enfin les dirigeants politiques de l'Europe et du monde ont eu peur hier à l'annonce de ces 2 morts en Pologne par une chute de missiles dont on pensait qu'il pouvait venir de la Russie. On y a un peu rassuré ce matin parce qu'on sait, disons qu'il y a un principe d'incertitude. Comment pensez-vous comment estimez-vous la réaction des autorités françaises, du président Macron, qui maintient le dialogue avec le président Poutine? Est-ce que vous trouvez que c'est fondé et que c'est particulièrement utile en ce moment ou pas du tout? Non, vous avez un. Non, même pas, ne prenez pas le mien. C'est bon, ça marche? Je ne suis pas habitué, moi. Merci de m'avoir invité. C'est vrai que je suis président de groupe depuis, c'est mon 3e mandat. Et c'est vrai que c'est la première fois que j'ai l'occasion de participer à cette rencontre. Mais c'est peut-être que je n'étais pas disponible ou... Bon, passons. Vous savez, quand j'ai été élu député, durant mon 1er mandat, j'avais comme président de l'Assemblée nationale Jean-Louis Debré. Et Jean-Louis Debré avait une formule qui s'adressait aux législateurs, qui disait « Quand vous votez une loi, vos mains doivent trembler ». Eh bien, je dirais un peu, c'est la même chose sur l'appréciation que j'aurais apportée. Quand il y a un missile qui tombe dans un pays de l'OTAN, et que tout de suite, on dit c'est les Russes, effectivement, ça pourrait être les Russes, mais que rien n'est prouvé pour le moment. Dans ce cas-là, dans l'appréciation qu'on peut porter, il faut non pas avoir la main qui tremble, mais la voix qui tremble pour éviter de dire tout et n'importe quoi. La deuxième chose, c'est que ça pose un deuxième problème, où là aussi, il faut le dire avec une voix tremblante, c'est qu'on est dans une situation aujourd'hui terrible où on voit bien qu'un problème tel que celui-ci, un missile qui tombe dans un pays de l'OTAN, peut déclencher une déflagration beaucoup plus grave. Ce qui veut dire, pour répondre plus précisément à la question, en ce qui me concerne, je considère qu'il faut avoir un objectif, mais qui est en fait un objectif naturel, c'est celui de la paix, et que si le président Macron continue à négocier avec Poutine, ça ne me choque pas, parce que tout ce qui peut être fait pour essayer de trouver une solution pacifique, et un jour ou l'autre, il y aura une solution pacifique par voie diplomatique, qui s'appuiera bien sûr sur un constat qui sera fait sur le terrain à un moment donné, mais je crois qu'effectivement, il faut fermer aucune porte, et il faut toujours avoir cette obsession, c'est arriver à un accord de paix. Dès hier soir, le gouvernement, le président français ont fait preuve effectivement d'une grande prudence, alors que plusieurs sources semblent indiquer que les missiles pourraient en fait avoir une origine ukrainienne. On ne sait pas exactement dans quelles conditions, sans doute un accident, un tir de riposte. Les enquêtes en cours en diront peut-être plus, mais ça veut dire que la prudence dont a fait preuve l'exécutif français était la bonne mesure. Et quand le président français ce matin encore appelle, dit qu'il faut surtout amener la Russie à la désescalade, le gouvernement, l'exécutif français sont dans le bon ton, en l'occurrence? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Il ne s'agit pas d'être opposé frontalement à tout ce que peut dire le président de la République. Quand ça va dans le bon sens, eh bien, on dit que ça va dans le bon sens. Exactement comme on avait une tendance, les communistes, au moment de De Gaulle, de dire politique intérieure nulle, politique extérieure meilleure. Mais en tout cas, si ça va dans le sens de la paix, si ça va dans le sens d'être attentif à ne pas dire n'importe quoi, bien évidemment, on s'en réjouit.
Alors pour revenir à la politique intérieure, justement, cet après-midi a lieu à l'Assemblée un débat sur la politique énergétique du gouvernement, déclaration du gouvernement suivie d'interventions de l'ensemble des groupes politiques. Aujourd'hui a lieu la baisse de la ristourne à la pompe qui avait été mise en place par le gouvernement, qui va diminuer jusqu'à la fin de l'année, pour en début d'année se diriger vers un dispositif plus ciblé. Est-ce que vous estimez là aussi que c'est la bonne façon de faire, diminuer dans un premier temps une aide généralisée dont on savait qu'elle profitait à tout le monde et pas forcément à ceux qui en avaient le plus besoin, pour aller vers une aide plus ciblée? Je dirais que dans cette affaire-là, il y a les mesures à court terme et les mesures à plus long terme. La mesure à court terme qui consiste à enlever, à supprimer cette mesure qui était ciblée, enfin qui était une mesure de réduction du coût du carburant à la pompe, je pense qu'il faut mesurer les conséquences que ça peut avoir, les conséquences concrètes que ça peut avoir, avec un mécontentement qui peut grandir, comme on l'a vu d'ailleurs avec les Gilets jaunes, et qui peut prendre des proportions qui sont des proportions importantes. Et je suis député d'un territoire rural, ma circonscription compte 132 communes, avec beaucoup de distances à parcourir, avec des salariés qui se déplacent pour aller au travail, quelquefois d'ailleurs qui ont des véhicules anciens parce qu'ils n'ont pas eu les moyens financiers de les remplacer, ils n'ont pas eu d'aide pour pouvoir les remplacer. Je crois que les conséquences seront des conséquences gravissimes, et qu'il faut continuer à faire en sorte qu'il y ait une baisse du prix du carburant. Et notamment une baisse que nous avons proposée à 35 centimes sur la base de réduction des taxes. Mais je crois que si le gouvernement ne fait pas ça immédiatement, s'il ne rétablit pas la baisse du prix du carburant, la ristourne qui peut être faite sur le prix du carburant, on risque d'avoir de très très mauvaises surprises dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est à plus long terme. C'est à plus long terme que, bien évidemment, on puisse aller vers une évolution de notre parc automobile, par exemple, en accordant des aides, parce que dans certains espaces sur notre territoire, l'automobile est indispensable. Donc il y a des aides pour pouvoir acquérir des véhicules qui sont des véhicules qui consomment moins, qui s'appuient sur des technologies plus récentes pour pouvoir faire des économies effectivement de carburant et sur les déplacements. C'est aussi avoir une politique à plus long terme pour accompagner les transports publics, et en particulier dans un premier temps en milieu urbain, la gratuité de transport public. J'ai déposé une proposition de loi lors du mandat précédent sur cette question-là. C'est avoir une véritable politique de transport, notamment avec le ferroviaire. Ça, c'est des politiques qu'il faut conduire. Mais aujourd'hui, il y a urgence à ce qu'il y ait, au regard aussi des salaires. C'est quelque chose que l'on propose. Quand vous avez, là aussi, je m'appuie sur ce que je connais, des ouvriers qui vont dans des PME, qui font des fois 20, 30, 40 kilomètres pour aller travailler en milieu rural, qui ne sont pas payés au-dessus du SMIC. Comment voulez-vous qu'ils puissent vivre ? Comment voulez-vous qu'ils puissent vivre et correctement et sans réagir violemment par rapport à ce qu'ils vont vivre? Donc vous êtes pour le maintien de la ristourne, mais pas ciblé alors je veux dire, oui, alors, cible, moi personnellement, je considère que toute cette politique qui consiste à cibler, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre, extrêmement difficile, et que je préfère à ce qu'il y ait une ristourne qui soit une ristourne qui concerne tout le monde. Le reste, tout ça, sous l'habillage de ne pas favoriser les plus riches et tout ça, je pense que ça, c'est pas quelque chose qui est extrêmement important. Ce qu'il faut quelque chose d'efficace, il faut quelque chose d'immédiat, et la seule solution, c'est sur le prix du carburant. La position de votre groupe, enfin votre parti, a toujours été favorable au nucléaire. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait accélérer la création la construction de 6 EPR là, qui étaient prévus, parce que finalement les véhicules électriques, est-ce qu'il y aura assez d'électricité, quoi? Tous les matins, ça saute comme un cabri, hein, électricité, voiture électrique, mais le gros problème que l'on va avoir demain, c'est la fourniture d'électricité.
c'est la fourniture d'électricité. Il est bien évident qu'en ce qui concerne l'énergie nucléaire, on a perdu un temps considérable. Tout simplement parce que majorité après majorité, que ce soit d'ailleurs avec les socialistes ou que ce soit avec La République En Marche, il a fallu donner des gages à ceux qui étaient contre l'énergie nucléaire. Donc on a abandonné des projets que l'on pouvait avoir. On a en France perdu une expertise considérable que l'on avait par rapport à ça. On le voit bien. Cette avancée que la France avait au niveau scientifique, au niveau technologique, au niveau savoir-faire, tout ça, ça s'est perdu, ça s'est atténué du moins. Donc il faut reconstruire, mais c'est vrai qu'il faut une politique extrêmement offensive par rapport au nucléaire. Les difficultés actuelles d'EDF, au-delà des chantiers qui sont lancés, vous inquiètent. On a beaucoup dit notamment que, en fonction des travaux d'entretien qui ont lieu, la météo cet hiver la température serait un facteur qui jouerait peut-être sur la tension qui pourrait exister sur la fourniture d'électricité. Récemment, le prochain patron d'EDF a été auditionné à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes rassuré? Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, EDF a les moyens de passer l'hiver en fournissant l'électricité dont les Français auront besoin? Les travaux qui ont eu lieu sur les centrales nucléaires et qui sont en cours de se terminer, qui certes ont posé de gros problèmes en alimentation électrique et peuvent en poser encore dans les semaines et les mois qui viennent. Pour ma part, ça ne m'inquiète pas, ça me réjouit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si ces travaux sont faits, c'est parce qu'on dispose en France, concernant le nucléaire, un suivi qui est fait de façon indépendante par la SN, par l'IRSN, par des agences nationales, des organismes nationaux qui se permettent de dire, à juste raison, parce que c'est inscrit dans la loi et parce qu'il y a indépendance par rapport à ça, de dire il y a tel ou tel risque dans une centrale nucléaire, il y a des travaux à faire, même si la conséquence, c'est qu'on aura des problèmes en termes de production énergétique. Et ça, en ce qui me concerne, ça me sécurise. Que la France, par rapport à d'autres pays du monde, où peut-être que les réflexes auraient été différents, où on aurait dit il y a urgence aujourd'hui, on attend pour faire les réparations nécessaires, eh bien non, on les fait parce qu'on considère que la sécurité dans le domaine nucléaire est un point prioritaire. Un point prioritaire. Évidemment, ça a des conséquences qu'on a vécues dans les semaines, dans les mois qui ont passé, et il y aura encore des conséquences dans les mois à venir. La deuxième chose, c'est que les difficultés d'EDF sont liées au premier point que j'ai développé, notamment sur une perte d'expertise, sur des coûts qui ont été portés par rapport notamment au développement d'énergie nucléaire. On peut remonter sur 20 ou 30 ans quasiment, pas loin d'une vingtaine d'années, disons 15 ans par rapport à ça. La deuxième chose, c'est qu'on conduit EDF, par exemple, à vendre de l'énergie en dessous de son prix de revient, au nom de la libéralisation, c'est-à-dire qu'en appliquant ce qui est inscrit dans le traité de Maastricht, il y a toutes les conséquences que l'on peut vivre aujourd'hui et qui met en difficulté l'entreprise EDF. Ceci étant dit, c'est vrai que nous voyons d'un bon œil ce que l'on appelle la renationalisation totale d'EDF. Pour autant, vous savez, j'ai des manies, là, ceux qui m'ont suivi lors des mandats précédents sur mes points presse comme président de groupe, à l'époque où je faisais les points presse seul d'ailleurs, au nom de mon groupe, j'utilisais souvent une expression, je disais on n'achète pas un âne dans un sac. C'est une expression auvergnate, et ben c'est pareil. Quand on parle de nationalisation d'EDF, soyons attentifs au fait que la nationalisation d'EDF ne garantisse pas demain qu'EDF ne soit pas découpée en morceaux pour qu'il y ait une partie d'EDF qui puisse être privatisée, notamment sur certaines énergies. Et moi, je considère qu'il faut aller beaucoup plus loin par rapport à ce que l'on peut donner au niveau de la maîtrise publique de l'énergie. Les gros problèmes que l'on a aujourd'hui avec les éoliennes, avec le photovoltaïque en particulier, c'est que ce sont des productions énergétiques
articles qui sont en fait entre les mains de PME, de différentes entreprises qui vont chercher des lieux d'implantation, qui ne tiennent pas compte forcément de l'intérêt général ou même de ce que cela peut porter à plus long terme. Je préférerais, moi, qu'il y ait une maîtrise publique de l'ensemble de la production énergétique et de la distribution dans ce pays, et non pas qu'on ait cette espèce de millimélo qu'on en a aujourd'hui, où on fait à peu près tout et n'importe quoi. Jacques Hébert, indépendant. Une question sur la NUPES. Et il n'échappe à personne que le vrai patron de la NUPES, c'est la France Insoumise. Est-ce qu'il vous est arrivé de regretter, un moment ou souvent, d'avoir adhéré à la NUPES ? Moi, je ne me pose pas la question de l'adhésion à la NUPES. C'est-à-dire, pour moi, l'adhésion à la NUPES, c'est l'accord électoral qui a été mis en œuvre pour les élections législatives. Accord électoral qui a été mis en œuvre pendant les élections législatives et qui a fait qu'il y a eu des candidatures communes et qu'au final, il y a eu un certain nombre d'élus des 4 sensibilités qui composent la NUPES, avec, c'est vrai, un déséquilibre qui était lié au rapport des forces qui était issu des élections présidentielles. Il y a eu cet accord électoral. Cet accord électoral, il répondait à une attente très forte d'ailleurs sur beaucoup de territoires, pas partout, mais c'était le résultat des élections présidentielles. C'était une forte attente d'une politique de transformation de la société, et c'était aussi, sans aucun doute, le seul moyen de pouvoir, par le mode de scrutin, de pouvoir être présent au second tour et d'avoir un certain nombre de députés. Donc l'accord NUPES, pour moi, c'est ça. Ensuite, il y a la deuxième étape, c'est à l'Assemblée nationale, avec la constitution de 4 groupes qui composent effectivement dans le cadre d'un intergroupe le NUPES, mais chaque groupe, j'insiste beaucoup là-dessus, est indépendant. Chaque groupe a son propre fonctionnement. On peut certes conduire des actions communes. On a des propositions de loi qui ont été co-signés. Prenons l'exemple de ce qui va être dans la niche LFI. Il doit y avoir dans la niche LFI 3 ou 4 propositions de loi de la niche LFI de la semaine prochaine qui ont pu être co-signées par d'autres groupes de gauche. Ceci étant dit, nous avons notre indépendance de groupe et nous tenons à la garder. Et chaque fois que nous pouvons travailler en commun au sein de la NUPES pour faire bouger des lignes, eh bien évidemment, nous avançons collectivement. C'est une question d'efficacité, c'est une question d'utilité, mais ça ne remet pas en cause l'identité des uns et des autres. François Gervais, Horizon Politique. Pour revenir sur le nucléaire, il y a évidemment des différences entre la France Insoumise et vous-même, et sur le maintien de la force de frappe. Est-ce que vous êtes pour le maintien de la force de frappe, et quelle est la position des Insoumis ? Écoutez, nous, en ce qui concerne la force de frappe nucléaire, c'est ça, on pense que on ne peut pas évidemment, de façon brutale, dire c'est terminé, on laisse de côté l'arme nucléaire. C'est quelque chose qui n'est pas envisageable avec une décision qui serait une décision qui consisterait à dire le budget 2024, par exemple, ça y est, on arrête toute la dissuasion nucléaire et on revient uniquement à du conventionnel. Ça, c'est pas possible. Par contre, nous, ce que l'on pense, c'est qu'il faut agir, et la France fait insuffisamment là-dessus, pour qu'au niveau international, on puisse aller vers une suppression de toutes les armes nucléaires. C'est ça qui est important. Mais il est évident qu'on ne peut pas prendre une décision unilatérale si à côté de ça, il n'y a pas une prise de conscience mondiale des risques que l'armement nucléaire peut faire courir à l'ensemble de la planète. Et on en prend conscience aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Je crois, et là, sur ce point-là, je dis que la France ne fait pas suffisamment. Sur ce point-là, on n'est pas assez offensif. Il ne suffit pas de dire on a besoin d'une force de dissuasion nucléaire, et c'est la France qui le porte d'ailleurs pour l'ensemble de l'Europe, avec un coût énorme. C'est à peu près, je crois, du 13 millions d'euros par jour que ça coûte, la force de dissuasion nucléaire. 13 millions d'euros par jour. Mais pour autant, eh bien, on ne peut pas y arrêter du jour au lendemain. Et le problème, c'est que cette force de dissuasion exige des adaptations continuelles. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est mis en place et qu'on n'y touche plus, c'est comme du bronze. Là. Il y a forcément des évolutions qui sont faites, sans être spécialiste de ça, mais qui exigent toujours plus de dépenses pour rester à niveau. Mais faisons davantage au niveau diplomatique, c'est plus possible.
C'est plus possible parce que les États qui n'ont pas la force nucléaire, certains veulent l'avoir. Donc c'est presque schizophrénique cette affaire. Donc ça devrait rester entre les mains de quelques-uns et d'autres veulent mettre la main dessus. La seule solution, c'est qu'au niveau planétaire, on arrive à arrêter cette arme avec toutes les conséquences que ça pourra avoir si on la maintient. Gérard ? Oui, Gérard Leclerc. Aymeric Caron, qui est à la NUPES, va déposer donc sa proposition de loi qui va être débattue sur l'interdiction de la corrida. Est-ce que vous allez voter pour l'interdiction de la corrida ? Bien. J'allais dire excellente question. D'abord, le premier point, j'ai deux points préliminaires à dire. La difficulté qu'on a sur une niche comme ça, telle que la niche LFI, comme toute niche, c'est qu'il n'y a pas forcément le jeudi soir à 21h30 beaucoup de députés dans l'hémicycle, parce que beaucoup de députés sont déjà redescendus en circonscription. Donc on peut donner un avis sur ce qu'on ferait si on était dans l'hémicycle, sans pour autant qu'on y soit. Alors donc je vais être très franc par rapport à ce que moi, parce que je ne serai pas là, j'ai des engagements en circonscription, mais je dirai quand même ce que j'en pense, sans cacher quoi que ce soit. La deuxième chose, c'est que ce type de proposition de loi, dans un groupe parlementaire, ne peut pas aboutir à une espèce de vote unanime de tout un groupe. On touche à une forme d'éthique, on touche au rapport que l'individu et que le député peut avoir avec la mort, avec l'animal, on touche à un patrimoine qui est un patrimoine immatériel. Donc les votes qui vont être émis seront des votes plus individuels que correspondant à un vote unique d'un groupe. Pour autant, ce que je peux dire, même si on n'a pas fait un pointage précis, dans la mesure tout le monde ne sera pas en séance, je peux dire que la majorité du groupe de la gauche démocrate républicaine est opposée à ce texte de loi. Et le porte-parole que l'on aura, Pierre Dharréville, s'exprimera d'ailleurs avec beaucoup je crois avec beaucoup d'arguments. Il a fait une analyse passionnante, en fait, très fouillée de ce que représente la corrida. Et moi, pour ma part, je le soutiens dans cette démarche d'être frontalement opposé à cette proposition de loi, et je vais en donner les quelques raisons. La première chose, c'est, mais ça me touche dans beaucoup de domaines, d'ailleurs, pas seulement le domaine de la corrida, c'est les raccourcis que l'on peut avoir sur les appréciations que l'on peut porter sur des personnes qui restent attachées à cet art, entre guillemets, mais enfin cette pratique, disons, qu'est la corrida. Ce ne sont pas pour autant des barbares. On n'est pas, ou alors c'est exactement comme ceux qui disent on va pas interdire le glyphosate dans 6 mois sans qu'il y ait de mesures d'accompagnement. On n'est pas pour autant un barbare ou un assassin que d'être opposé à une décision qui ne nous semble pas juste. Ça, c'est la première chose. Et on est dans une société aujourd'hui, il y a toujours l'excès des appréciations, l'excès des anathèmes que l'on peut jeter. Ceux qui sont favorables à la corrida ne sont pas pour autant des barbares sanguinaires. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la corrida fait partie du patrimoine immatériel au niveau culturel, d'un patrimoine immatériel au niveau culturel. Ce qui veut dire que c'est inscrit dans une tradition qui est une tradition ancienne, c'est reconnu comme tel, c'est limité territorialement, ça ne peut pas se développer en dehors de l'endroit où c'est inscrit dans l'histoire du patrimoine immatériel d'un territoire. C'est quelque chose qui est extrêmement encadré, contrairement à ce qu'on peut penser, extrêmement encadré. La deuxième chose, c'est que ça pose effectivement le problème du rapport que l'on a à l'animal et du rapport que l'on a aussi avec la mort de l'animal. Derrière une proposition de loi telle que celle-ci, c'est pas seulement la corrida. Certes, il y a la corrida comme événement qui devrait être interdit d'après la proposition de loi, mais on voit bien que derrière tout ça, c'est une volonté d'aller beaucoup plus loin que ça, et notamment de remettre en cause l'alimentation animale, et notamment l'abattoir, par exemple. Quand on voit comment se pratique la mort dans l'abattoir,
Ceux qui disent qu'il faut interdire la corrida pourraient aussi 100 fois dire on ne tue plus un animal dans un abattoir. Donc c'est la conception que l'on a et qui vient aussi d'une approche anthropologique qui consisterait à dire que l'homme est un animal comme un autre et que l'animal, que ce soit d'ailleurs l'insecte, la puce ou le tigre, serait du même niveau que l'homme dans la conception que l'on en a. Ça pose ça aussi comme question. C'est pas seulement le texte sur la corrida, c'est aller beaucoup plus loin. J'ajouterai en ce qui me concerne des points qui sont des points, par exemple, sur la biodiversité. L'élevage des taureaux en Camargue, c'est 5000 hectares. C'est une race qui est une race sauvegardée et qui disparaîtra si la corrida est interdite, puisqu'il y a seulement, je crois que c'est à peu près 20% des taureaux élevés qui participent ensuite à une corrida, mais ça remettra en cause la totalité de l'élevage, avec des conséquences sur la biodiversité, avec des conséquences aussi sur le maintien d'une activité sur un territoire tel que la Camargue. C'est une chose qu'il faut aussi prendre en compte, afin que nous, pour notre part, on prenne en compte. La deuxième chose, c'est le caractère festif, où on a besoin aujourd'hui de liens sociaux. Quand vous voyez que dans une ville comme Bayonne, c'est plus d'1 million de personnes, on dit 1 500 000 personnes dans les férias là, qui participent. Vous allez à Arles, ça doit être 5 ou 600 000, Mont-de-Marsan un peu moins, Nîmes, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi une dimension festive qui est une dimension extrêmement importante, même si ce n'est pas des choses qu'on va avancer forcément, mais en termes d'activité locale, de lien social et aussi d'apport économique local. Ça aurait des conséquences qu'il faut prendre à bras le corps, qui sont gravissimes. Mais pour ma part, c'est pas ce qui me fait prendre ma décision de voter contre. Je le prends en acte. Hein, je le prends pas forcément en argument, qui est un argument déterminant. Mais je me dis que moi, c'est la dimension patrimoniale qui m'importe et aussi toutes les conséquences que ça aurait ensuite, puisque on grignote certains éléments avec ça. Voilà pourquoi, si j'étais en séance, je ne voterai pas cette proposition de loi et je sais que nombreux sont les membres du groupe de la gauche démocrate et républicaine qui ne voteraient pas cette proposition de loi. Certains seront en séance, certains ne seront pas, mais on aura des votes qui seront des votes plus personnels, bien sûr, mais ça on le conçoit tout à fait, dans la mesure, comme je le disais, ce n'est pas une décision purement politique, ça touche beaucoup à l'éthique que chacun peut avoir et le regard que l'on a sur la vie et sur la mort. Michel ? Bonjour, Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. Lors d'un échange, il y a quelque temps, vous compariez le degré de compréhension du pouvoir exécutif à l'égard du travail parlementaire et vos propres amendements, les amendements de votre groupe. C'était Sarkozy 1, Hollande 0. Alors aujourd'hui, quelle note pour Macron 1 et Macron 2? Est-ce que vous percevez des évolutions? Oui, c'est vrai que j'ai souvent dit que je suis un amoureux du travail parlementaire. C'est-à-dire, notamment, je l'ai souvent dit, je peux le redire, que mes 2 premiers mandats avec la droite, c'était Chirac d'abord, puis Sarkozy, il y avait une conception du travail parlementaire qui tenait d'ailleurs à ce qu'il y avait aussi une majorité, qui était une majorité assurée, mais qui faisait que le parlementaire, dans la co-construction d'un texte de loi, était beaucoup plus associé, beaucoup plus respecté, avec une prise en compte de propositions qui pouvaient être faites. Moi, jamais j'ai réussi à faire passer autant d'amendements que durant mes 2 premiers mandats. Vraiment. C'était un travail qui était fait en commission avec un respect de l'opposant et qui ne consistait pas, par exemple, à évacuer un amendement en commission, je l'ai souvent dit, comme ça a pu se faire lors du mandat précédent, et le recycler ensuite par la voix d'un député de la majorité en séance publique. Ça, c'est le respect de l'opposant, c'est le respect du travail parlementaire. Et on n'a pas vécu ça. Ça s'était atténué avec les socialistes déjà, puisqu'il y avait un mouvement qui n'allait pas dans le bon sens. Et avec le premier mandat de Macron, alors là, ça a été la fin de tout, où véritablement, ça ne donnait pas envie de participer au travail parlementaire, parce qu'il n'y avait pratiquement aucune chance, ou très peu de chance, de faire passer des choses. Moi, je suis un peu l'exception.
C'est pour ça que je suis un peu gêné de parler de ça, parce qu'avec mes 2 propositions de loi sur les retraites, je fais partie des retraites des agriculteurs, je suis peut-être le seul, ou du moins des très rares députés de l'opposition qui ont pu faire bouger des lignes. Hein. Mais quoi qu'il en soit, globalement, je ne peux pas dire que c'était globalement positif, quoi. Même si à titre individuel, j'ai obtenu cette satisfaction par un lourd travail de réussir à faire voter 2 propositions de loi. Aujourd'hui, je réponds donc à la question. Aujourd'hui, je sens qu'il y a une volonté différente de la part de la majorité, mais qui est liée bien sûr au fait, la majorité relative, hein, qui est liée aussi au fait que la majorité a besoin de se faire des majorités de circonstances, je dirais, sur des textes de loi qui sont proposés. Il y a, je crois, une plus grande ouverture par rapport aux amendements. Enfin, on le verra, hein, mais du moins je sens une forme de frémissement sur cette question-là. Avec cependant, une chose que je voudrais ajouter. Un amendement ne se marchande pas. Moi, si je fais passer un amendement, si je défends un amendement sur un texte de loi, je ne vais pas pour autant considérer que l'amendement que j'aurai déposé, qui sera accepté, entraînera un vote positif sur le texte de loi. La conception qu'on a eue, nous, les députés communistes, qu'on a toujours eu du travail parlementaire, c'est de faire en sorte que le Parlement, c'est un moteur. On met la main dans le cambouis, on met la main dans le moteur, on essaie d'améliorer un texte de loi, même si globalement, le texte de loi, au final, on ne le votera pas parce qu'on considère qu'il ne va pas dans le bon sens. C'est la conception que l'on a du travail parlementaire. C'est-à-dire, l'amendement ne doit pas être un moyen de marchander les choses ou de marchander un vote. Un amendement, il est fait parce qu'on respecte des députés, quelle que soit leur sensibilité, et que des propositions qu'ils peuvent faire peuvent améliorer un texte, sans pour autant, bien sûr, en changer l'économie générale. J'ai tout à fait conscience de ça. Je ne sais pas si je suis clair. Pas assez ? Si. Très clair. J'essaie d'être clair parce que je suis un ancien pédago, alors des fois je dis que je vais le dire, je le dis et je dis que je l'ai dit aussi, alors je me répète. Alors il y a l'âge qui ajoute aussi. Sur la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire ? Il y a un certain nombre d'amendements de l'opposition, des oppositions qui ont été retenus en commission. Le texte est en débat cette semaine dans l'hémicycle. Prévoit notamment sur 5 ans 15 milliards en plus pour la politique en matière de sécurité. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces 15 milliards, évidemment. Une partie de la gauche, au Sénat notamment, a voté en faveur de ce texte-là. Quelle est votre position, à la fois, disons, d'une façon sur la philosophie générale du texte et puis plus concrètement sur la politique que Gérald Darmanin veut mettre en œuvre en la matière? Bon, alors c'est un texte que je n'ai pas suivi dans le détail, mais je veux bien dire sur la philosophie générale du texte, et j'ajouterai peut-être quelque chose de plus personnel par rapport à ça. D'une façon générale, c'est vrai qu'il y a au niveau du budget qui va être consacré, pour l'essentiel, je crois que c'est la majorité du budget, c'est une approche de la sécurité qui doit se développer dans le domaine du numérique en particulier. Donc il y a cette approche-là, et je ne pense pas que tout ce qui peut être fait de cette façon-là permette de résoudre les problèmes qu'il peut y avoir en une forme disons, de ligne de fracture entre la population et les forces de sécurité. Mais pour ma part, j'aime pas employer le mot de force de sécurité, je parle plutôt de la police. J'expliquerai pourquoi après. Je parle plutôt de la police. Je pense qu'effectivement, il y a au niveau de la police une fracture dans du moins sur certains territoires, hein, entre la police et la population. Et je pense que ce texte ne s'attache pas suffisamment à combler ce fossé qu'il peut y avoir. Et nous, la solution que l'on dit, c'est qu'il faut mettre davantage de moyens sur la police de proximité. Et ce texte de loi, en ce qui nous concerne, on pense que ça ne permet pas de combler ce fossé-là. La priorité de la priorité, plus que d'être dans le numérique ou dans les caméras de surveillance et tout ça, avant tout, pour nous, la priorité, c'est des agents qui soient sur le terrain, qui essaient de refaire leur place. Et ça, c'est un gros reproche qu'on peut faire à Sarkozy, hein, d'avoir cassé cette police de proximité.
Ça, c'est l'appréciation que je donne sur le texte de loi, que notre groupe ne doit pas voter. Mais j'en profite pour... et je ne l'ai pas exprimé, ce que je vais vous dire là, parce que ce n'est pas un texte que j'ai suivi. Moi, je considère comme assez exemplaire, et je trouve qu'on fait insuffisamment d'ailleurs la différence, ce qu'est la gendarmerie nationale, notamment sur les territoires ruraux. On a, je crois, un exemple avec l'ancrage territorial de la gendarmerie, avec des brigades de gendarmerie. C'est sans doute d'ailleurs le service public le plus représenté, plus qu'à la Poste aujourd'hui même, au niveau des territoires ruraux. Et on a avec la gendarmerie nationale un exemple de ce que peut être la proximité, de ce que peut être le lien avec la population. J'étais dimanche dernier à une manifestation très émouvante pour commémorer sur un village de ma circonscription, la commune de Saint-Just, l'assassinat de 3 gendarmes il y a 2 ans. Il y avait le général de gendarmerie de la région Auvergne, beaucoup d'autorités. Et c'était avec de la famille aussi de gendarmes qui ont été assassinés, puisque lors d'une intervention, il y a quand même eu 3 morts, dont un gendarme adjoint volontaire. Et là, on a senti à quel point il pouvait y avoir un lien étroit entre la population, une population rurale dans un village, mais plus largement tout un territoire, et son corps de gendarmerie. Et je crois qu'on aurait davantage intérêt à être plus attentif, je crois, à valoriser ce type de rapport. Et c'est pas porté par le texte de loi en tant que tel. Et d'ailleurs, quand vous avez une catastrophe telle que cette tragédie, ce qu'on appelle la tragédie de Saint-Just, à 2 pas de chez moi, avec des gendarmes que je connaissais en plus, quand vous avez une tragédie telle que celle-ci, vous essayez d'en tirer des leçons. Et ce que j'ai trouvé très juste, c'est que des leçons ont été tirées, par exemple en termes d'accès aux fichiers, en termes d'armement, en termes du fait que, par exemple, les pelotons, les PSIG, les pelotons spéciaux d'intervention, n'auront plus de gendarmes adjoints volontaires parce qu'ils sont insuffisamment formés. On peut, je crois, par un dialogue, faire en sorte que les forces de sécurité soient beaucoup mieux intégrées à la population. Mais ça demande des réponses de terrain. Je crois que le projet de loi programmation prévoit la création de 200 brigades de gendarmerie supplémentaires. C'est ça. Hein. Oui. C'était dans le budget 2022. 2 départements. C'était dans le budget 2022. Il y a 200 brigades de gendarmerie. Or, elles n'ont pas été créées encore pour le moment. C'était déjà inscrit dans le budget 2022. 200 brigades de gendarmerie, 100 brigades fixes et 100 brigades mobiles. Et c'est-à-dire qu'il y a une volonté au niveau du territoire. Mais c'est cette démarche que j'apprécie. C'est aller vers plus de proximité. C'est aller vers plus de proximité. Donc vous allez voter? Non, je parle, mais ça, c'est pas dans le texte de loi, ça. C'est pas dans le texte de loi, mais je me suis félicité. Ça y est dedans? Oui, mais alors que c'était dans le budget. Alors que c'était déjà... Oui, c'est dans le projet. C'était dans le budget 2022. Mais moi, personnellement, l'an dernier, quand les décisions étaient prises dans le budget, je me suis félicité de ces décisions qui étaient prises concernant la gendarmerie nationale. Ouais, voilà. En termes de postes, le loi de programmation prévoit 8500 postes de gendarmes et de policiers créés, mais à l'échelle du territoire, ça vous semble pas suffisant? Je crois que ce n'est pas suffisamment, du moins en ce qui concerne les policiers. Il y a eu des créations de postes au niveau de la gendarmerie, je n'ai pas les chiffres, je ne sais pas s'ils sont séparés. Sur le budget 2022, je n'ai pas regardé sur le budget 2023, mais sur le budget 2022, il y avait des créations de postes, notamment assez importantes au niveau de la gendarmerie, qui accompagnaient l'ouverture de nouvelles brigades. Ça, c'est quelque chose que j'approuve. Mais ce que j'aimerais, c'est que ce qu'on fait avec la gendarmerie, on puisse le faire aussi au niveau de la police. Parce que quand on voit l'état des commissariats de police en ville, quelquefois, le manque de moyens qu'il peut y avoir... Mais je crois que là, dans les 15 milliards, il est quand même prévu de rénover les locaux, des véhicules qui circulent, les moyens matériels aussi, quand même, de la police. Sur un autre texte, ce qu'on appelle la réforme de l'assurance chômage, qui a fait l'objet d'un accord entre députés et sénateurs la semaine dernière, qui a été voté définitivement par l'Assemblée hier et qui le sera demain par le Sénat. Bon, évidemment, vous êtes exprimé contre ce texte. On a eu l'impression, en fait, d'un dialogue de sourds entre la gauche d'un côté qui dénonce un texte qui
qui fragilise les salariés d'une façon générale, qui peuvent rencontrer des difficultés, et le gouvernement qui explique que l'objectif, c'est, si on résume, de stimuler en quelque sorte le marché du travail. Sur ce texte-là, sur le travail, l'emploi, les salaires, on l'a vu précédemment, vous avez des différences irréconciliables avec le gouvernement. Le dialogue n'est pas et ne sera pas possible au cours de ce quinquennat. Je voulais, sur le texte sur l'assurance chômage, chercher mes papiers pour ne pas me tromper sur des chiffres. Parce qu'on a sollicité notamment mon collègue d'Aréville, Pierre d'Aréville, que vous voyez au Point Presse chaque semaine, avait sollicité donc des chiffres qu'on vient d'obtenir d'ailleurs, notamment sur le non-recours au chômage, aux allocations chômage. Le chiffre qui est donné est assez hallucinant, c'est 800 000. 800 000 allocataires potentiels qui ne font plus appel à l'assurance chômage. Pour quelle raison? Peut-être que parmi eux, d'ailleurs j'en connais, on les culpabilise tellement que certains ne font plus appel à l'assurance chômage et accumulent les petits boulots, des emplois précaires, et aussi au fait que c'est la complexité du dossier et aussi la difficulté ensuite d'obtenir une allocation. Quand on regarde les allocations, on voit que ceux qui ont une allocation comme pour une succession de chômage, de périodes de précarité, qui alternent périodes de précarité et chômage, sont en augmentation. Alors que les textes de loi que l'on a votés sur l'allocation chômage avaient comme objectif de faire en sorte, comme on dit, que les gens se mettent au boulot. Parce que c'est comme ça qu'on disait ça, les gens ne se mettent pas au boulot. Résultat des courses, le résultat ne sont pas au rendez-vous. D'une part, davantage qui ne font pas appel donc à l'allocation chômage, et d'autre part, une augmentation de ceux qui font appel, ce sont des gens qui alternent les emplois précaires et le chômage. La solution, pour nous, elle n'est pas là. La solution, elle est en offrant des emplois qui sont des emplois suffisamment rémunérés, qu'il y a un accompagnement effectivement des chômeurs longue durée, parce qu'on préfère que quelqu'un, bien évidemment, soit au travail plutôt que sans emploi, mais qu'il n'y ait pas un fonctionnement qui consiste uniquement à culpabiliser ou avoir des mesures qui soient des mesures répressives. Quand par exemple on me dit, toujours moi je pars du terrain, de gens que je connais, quelqu'un qui est en intérim, ou qui est en CDD, si on lui propose 2 CDI de suite et qu'il refuse le CDI, on l'enlève. Mais la réalité, elle n'est pas comme ça sur les territoires. La réalité sur les territoires, il faut voir ce que représente le travail qui est proposé, la compétence que l'on a par rapport à ce travail, le niveau de salaire du travail qui est proposé, la distance à parcourir pour aller travailler, alors qu'on voit aujourd'hui ce que ça représente le coût du carburant. Il y a des critères qui sont des critères multiples qui peuvent conduire une personne à refuser un CDI. Et bien à partir de là, la personne qui refusera au CDI, on considérera que c'est un feignant, il n'aura plus droit à l'allocation chômage. Je crois qu'il faut renverser le regard que l'on a sur le chômage et renverser le regard que l'on a, la conception que l'on a du travail. C'est vrai que faire preuve d'intelligence. Moi, j'ai la chance d'avoir, sur ma circonscription sur Thiers, un espace qui a fait partie des 10 expériences qu'il y a eu sur les territoires zéro chômeur, ou sur une zone délimitée, sur plusieurs quartiers de la ville de Thiers. Tous les chômeurs ont été recensés, les chômeurs longue durée, et il y a des entreprises à but d'emploi qui ont été créées. Il y en a 4 entreprises à but d'emploi qui ont été créées, parce qu'on considère qu'une personne à qui on peut offrir un travail, même si le travail est aidé, ça coûte beaucoup moins cher à la société d'avoir un travail qui soit, même si ce travail est financé dans le cadre d'une entreprise à but d'emploi, plutôt que de verser des allocations. Et ça coûte beaucoup moins cher aussi à la personne qui retrouve sa dignité, qui retrouve le goût au travail dans des conditions qui sont des conditions acceptables. Donc nous, le regard que l'on a sur le travail, ce n'est pas celui que porte le gouvernement aujourd'hui. Si je comprends bien, vous ne pensez pas, comme certains au sein de la NUPES, que le travail est une valeur de droite? Alors, absolument pas. D'ailleurs, je me réfère à une constitution qui était sans doute la plus progressiste que l'on a eue. C'est la constitution de 1946,
où dans le préambule de la Constitution de 1946, le travail, le droit au travail apparaissait de la même façon que le devoir aussi de travailler. Donc pour nous, le travail, c'est une valeur qui doit être prise en compte. Et je préfère d'ailleurs, plutôt que d'employer le mot travail, le mot emploi. Parce que le travail, c'est une chose, j'allais dire les esclaves, ils travaillaient. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que l'emploi, avec tout ce que ça peut représenter en termes de formation, en termes de salaire, en termes de dignité et puis de plaisir. Aussi de travailler, ce qui se perd beaucoup. Je écoutais ce matin, je ne sais pas sur quelle radio c'était, en disant que les gens, de moins en moins, ce qui est vrai, ne considèrent pas le travail comme un espace d'enrichissement. Moi, je fais partie d'une génération où c'était plutôt ça. Alors, mes parents, c'était encore davantage ça, où le travail, c'était aussi un lieu qui pouvait être un lieu d'épanouissement, qui peut être un espace d'épanouissement. Donc il y a tout un travail à faire par rapport à ça. Ce texte, il a fait l'objet donc d'un accord entre la majorité à l'Assemblée et la majorité de droite au Sénat. Est-ce que cela vous fait craindre, dans la perspective justement de la réforme des retraites, un accord du même type qui pourrait avoir lieu entre le gouvernement et la majorité ici et la majorité du Sénat? On sait que dans le cadre du PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, les sénateurs ont voté un amendement, alors qui ne sera pas retenu par le gouvernement, mais qui reporte l'âge légal de la retraite à 64 ans. Est-ce que ce qui s'est passé sur l'assurance chômage vous fait craindre finalement que le gouvernement puisse faire passer la réforme des retraites, sans même utiliser le 49.3 peut-être? Oui, j'irai même plus loin. Quand on m'interroge, parce qu'on est beaucoup interrogé, est-ce que tu penses qu'il y aura une dissolution? Est-ce que tu penses qu'il y aura une dissolution? Est-ce qu'il faut une dissolution? Moi, je ne suis pas comme certains ténors qui disent qu'il faut une dissolution. Mais bon, moi je dis, ma certitude, enfin ma conviction, je peux me tromper, peut-être que dans 15 jours on verra que je me suis trompé, ou dans un mois, je pense qu'il n'y aura pas de dissolution. Tout simplement, et je répondrai à la question à travers ce biais-là, parce que tout simplement, ce que je pense qu'on va vers une recomposition politique. Cette recomposition politique, j'ai la conviction qu'elle se fera entre les Républicains et la majorité aujourd'hui. On peut très bien avoir, dans quelques semaines, dans quelques mois, une décision des Républicains de déposer et de faire voter une motion de censure, sans que pour autant il y ait dissolution, et on aboutira à un changement de Premier ministre, et sans aucun doute, à mon avis, à une recomposition politique qui pourrait créer une majorité à l'Assemblée nationale. La crainte que j'ai, pour vous employer le mot crainte, la crainte que j'ai, c'est qu'effectivement, le résultat des courses, c'est qu'on aurait une politique bien ancrée à droite. Bien ancrée à droite. Et on commence à le voir d'ailleurs, où ce qui peut être porté quelquefois au Sénat, puisqu'il y a une majorité de droite au Sénat, montre que ce que les Républicains peuvent obtenir, c'est une politique encore plus antisociale que celle qui est conduite par la majorité relative actuellement à l'Assemblée nationale et par le président Macron. Donc une solution au déséquilibre actuel qui serait du côté en faisant pencher la politique vers une politique encore plus libérale, encore plus antisociale qu'elle l'est, c'est la crainte que j'ai, mais je pense que ce n'est pas seulement une crainte. Pour moi, je pense qu'on va dans cette direction. Chantal ? Oui, le Sénat, toujours lui, a voté hier une proposition de loi visant à protéger les élus en autorisant les associations d'élus à se porter partie civile. Est-ce que vous pensez qu'il faut protéger les élus en cette période de trouble? Là, je vais disputer Marianne, elle ne m'a pas informé de ça. Marianne, attention. Hein. Moi, je pense que si c'est protéger les élus, je pense que oui, il y a une nécessité de protéger les élus. D'ailleurs, dans beaucoup d'associations de maires dans les départements, ça existe déjà. Je prends l'exemple de l'association des maires du Puy-de-Dôme. Ça date de Michel Charasse, à l'époque où il est resté très longtemps président de cette association. Donc ça fait peut-être une vingtaine d'années, que l'association des maires de France du Puy-de-Dôme systématiquement accompagne l'élu en mettant à disposition un avocat pour pouvoir le défendre. Alors si ça va plus loin, si l'association peut se porter partie civile, pour moi, je pense que c'est une bonne chose. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé sur le plateau de Touche pas mon poste la semaine dernière,
les insultes formulées par Cyril Hanouna à l'encontre de Louis Boyard, le député de la France Insoumise, qui a annoncé qu'il allait porter plainte. Il y a une proposition de loi d'ailleurs aujourd'hui, alors qui prend un relief particulier après ça, dans le cadre de la niche LFI, qui est destinée à lutter contre la concentration dans les médias. Cette scène, la semaine dernière, à la télévision, vous en avez pensé quoi? Je ne sais pas si vous l'avez vue, vous en avez entendu parler forcément. Ouais, j'en ai entendu parler. Bon, on m'a bien dit de la regarder parce que je ne regarde pas ce genre de choses. D'ailleurs, quand je suis invité, déjà que j'aime pas spécialement je vais pas beaucoup sur les plateaux, hein, puisque je fais même plus de points presse, sauf exceptionnellement aujourd'hui. Quand j'avais été invité à cette émission, et Marianne, d'ailleurs, je la remercie pour ça, me disait ne va pas là-dedans parce que, hein, et donc j'ai jamais répondu favorablement à ce type de sollicitation. Après, certains, mon secrétaire national y allait, par exemple, Fabien Roussel, je crois, mais parce qu'il a besoin de se faire connaître, quoi. Moi, c'est pas mon cas. Hein, l'avenir est derrière moi, quoi. Et donc, mais je pense que ce genre d'émission qui est pas très saine, quoi. Mais qui malheureusement conforte une approche, un regard sur le politique qui va pas dans le bon sens. Alors dans cette affaire, moi je ne peux pas admettre qu'un animateur puisse tenir les propos qu'il a tenus. C'est ma France de Jean Ferrat. J'ai une culture qui est extrêmement limitée, y compris au niveau de la sonnerie de téléphone. Oui, ce que je disais, c'est que... que vous ne pouviez pas admettre qu'un animateur de télévision... je ne peux pas admettre qu'un animateur tienne de tels propos à l'encontre d'un député, quoi qu'on puisse penser du député en question. Ça, c'est pas admissible. C'est pas admissible. Après, c'est une affaire. Moi, je me focalise pas là-dessus. Par contre, tout le travail qui peut être fait par rapport à la concertation des médias, c'est pas nouveau. C'est un travail qu'on a attaqué depuis longtemps. On s'exprimait très souvent là-dessus. Je pense d'ailleurs, si on recherche, on a dû avoir des propositions de loi allant dans ce sens. C'est vrai que cette concertation des médias est plutôt malsaine. Et qu'il faut y apporter sans aucun doute des limites. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un tableau qui me montrait comment ça fonctionnait. Vous avez intérêt à mettre le tableau, vous le mettez dans la poche, sinon ça vous fout le moral à zéro, hein, absolument à zéro. Hein. Cette concertation qui entre les mains de 3 ou 4 personnes, en fait, voilà. Oui, une dernière question. Juste, au sein de la NUPES, vous avez dit que chacun était indépendant. Est-ce que vous envisagez une liste commune aux européennes avec LFI ou ça, j'en sais rien. même indépendant? Je pense que c'est des choses qui seront discutées au Congrès, notamment du Parti communiste français, qui a lieu en avril. Hein. C'est une question qui va se poser. Je suis incapable de répondre par rapport à ça. Écoutez, là, je suis président d'un groupe qui est assez multiple. Là, c'est à la proportionnelle. Oui, c'est un président de groupe qui est assez multiple. Je ne veux pas m'engager là-dedans parce que si j'ai le malheur de donner mon avis personnel là-dessus, on ira me dire que je vais au-delà de mes prérogatives. Affaire à suivre donc. Il est déjà 13h, l'heure de nous quitter. Merci André Chassaigne d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. On a bien compris qu'on ne vous verrait pas dans certaines émissions de télévision, mais on espère vous revoir ici. Pourquoi pas. Merci à vous, bonne journée à tous. Voilà, merci de m'avoir invité. Puis je retrouve des visages connus, hein, puisque pendant 10 ans, on se voyait toutes les semaines, quelques-uns, il y en avait une bonne partie ici, on se voyait toutes les semaines au point presse. Ah oui, c'est ça. Ah non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi le petit mot positif, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours autant de plaisir à exercer mon activité de parlementaire, de député. Mais c'est vrai que, et c'est peut-être une chose sur laquelle je pourrais insister, c'est le grand risque que l'on a aujourd'hui, avec le fait qu'on n'ait pas de majorité dans cette Assemblée, c'est que certains députés, puisqu'ils sont appelés tous les 4 matins pour des scrutins publics, à toute heure du jour et de la nuit, enfin quand il y a le débat dans l'hémicycle pour des scrutins publics, se fixent un peu trop sur le Palais Bourbon et délaissent leur circonscription. Et si on n'est pas suffisamment attentif à être présent en circonscription, ça aura des conséquences absolument désastreuses. Et moi, mon grand plaisir, il est double. C'est d'être ici quand je peux intervenir sur un texte de loi,
à condition que ce soit un texte de loi que je connaisse. J'aime pas intervenir sur un texte de loi sur lequel je suis pas dans le texte en quelque sorte. Et le grand plaisir aussi, c'est d'aller en circonscription, de se confronter aux difficultés et de pouvoir ensuite relayer ici ce que l'on ressent, ce que l'on constate, ce que l'on écoute sur le terrain, quoi. Et si en ancien j'avais une leçon à donner, je le dis, moi, aux députés de mon groupe, ne négligez pas le travail de proximité. Ne négligeons pas le travail de proximité. Parce que c'est une forme de piège, là, aujourd'hui. Quand je vois courir tous ces députés dans les couloirs pour aller appuyer sur un bouton, y compris les jeudis ou les vendredis ou les lundis après-midi, je me dis, qu'est-ce qui reste, en fait, pour le terrain après? Donc, je suis heureux, si on peut dire. En faisant un constat cependant, elle n'est pas seulement vergnate, on ne peut pas avoir été, mais enfin ça c'est les années qui passent.